Et avec Léa Salamé ce matin, nous recevons dans le grand entretien du 7-9 le député La France Insoumise du Nord. Intervenez, participez au débat 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Inter ce matin. Le parcours imaginé par Emmanuel Macron pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre a été marqué par des moments de recueillement, d'hommage aux poilus qui se sont battus, qui sont morts pour la France. Mais la mémoire a été rattrapé par la polémique hier, quand le président de la République a déclaré que le maréchal Pétain a été aussi, pendant la Première Guerre mondiale, un grand soldat. Il y a eu des hauts faits de guerre, mais il y a eu une forfaiture dans la Seconde Guerre mondiale. Avant d'en venir à la suite des événements hier soir, avez-vous tout simplement compris cette déclaration dans ce contexte-là? Non, absolument pas. Il y a ce qui devait être une itinérance mémorielle qui semble être finalement une certaine errance mémorielle, si je puis dire, puisque ça participe finalement d'une nouvelle manifestation de ces dérives monarchiques auxquelles le président Emmanuel Macron semble habitué, puisque faut quand même rappeler que le maréchal Pétain a été frappé d'indignité nationale, il a été complice de crimes, il a été celui qui a instauré le statut des Juifs en France alors que l'occupant ne faisait même pas pression pour cela. Il a donc été complice de crimes, il a été frappé d'indignité nationale. On voit mal pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron pourrait décider seul de le réhabiliter. Si nous devons rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à la fin de la guerre en 1918, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait réhabiliter de cette manière le maréchal Pétain. En réalité, c'est pas une réhabilitation. On va parler du rétropédalage de la nuit de l'Élysée. Mais quand Emmanuel Macron dit « j'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face, je n'occulte aucune page de l'histoire, il y a les pages glorieuses et les pages honteuses, les lumières et les ombres de l'histoire. L'histoire est complexe ». Est-ce une faute de le dire comme ça? L'histoire est complexe comme les hommes, mais la personne du maréchal Pétain, comme de tout responsable, n'est pas sécable. Et par conséquent, il y a des ignominies et des crimes commis qui annulent tout fait précédent. Et quand on s'est rendu complice des crimes de l'Allemagne nazie, il n'y a pas lieu d'être réhabilité ou en tout cas honoré, y compris pour des faits précédents, qui par ailleurs peuvent être discutables, parce que, vous savez, le rôle du maréchal Pétain dans la fin de la guerre notamment, je sais que Clémenceau l'avait remplacé par le maréchal Joffre à la fin de la guerre en 1910, parce que déjà il était défaitiste. Donc bref, moi en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas à tergiverser. Complice de crime, on n'honore pas ce type de personnage. Juste une question, vous avez dit que c'était une dérive monarchique, mais les présidents de la République contribuent à réconcilier très souvent le pays avec son histoire, à affronter, Léa le disait, des pages noires. Il y a une politique de la mémoire, les présidents sont souvent très utiles, très importants dans ce sujet-là. Est-ce que vous déniez au président cette fonction? Qu'il y ait des controverses d'historiens, ça les regarde, mais le rôle du président de la République, y compris dans le contexte que l'on connaît, qui doit avoir une parole rassembleuse, n'est pas de mettre typiquement ce genre de fait à l'ordre du jour. Par ailleurs, Emmanuel Macron prend souvent quelques libertés avec l'histoire. C'est pas exactement la même thématique, mais souvenez-vous que quand il va au couvent des Bernardins dire que le lien entre l'Église et l'État aurait été abîmé et qu'il conviendrait de le réparer, il prend aussi une liberté avec l'histoire, parce que le lien entre l'Église et l'État n'a pas été abîmé, il a été rompu par le peuple, avec notamment l'instauration après des lois laïques. Donc c'est une liberté qu'il prend avec l'histoire, une interprétation. Par ailleurs, ça masque une chose, c'est un véritable couac de communication au sein du gouvernement, puisque chez vos confrères, hier matin à 8h30, Madame Parly disait qu'il n'y aurait d'hommage rendu qu'aux maréchaux qui sont aux Invalides, ce qui n'est pas le cas du maréchal Pétain, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du maréchal Joffre lui-même. Et puis dans la journée, il y a eu cette provocation d'Emmanuel Macron. Je me demande par ailleurs s'il n'y a pas de sa part la volonté d'allumer un contre-feu ou un incident pour contourner les problèmes qu'il rencontre un peu partout où il se déplace, parce que visiblement, il fait face à une colère légitime sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. On va y venir, mais donc son itinérance, disons, se passe peut-être pas comme prévu de son point de vue. Dernière question, finalement, vous avez raison, Florence Parly avait raison en disant il n'y aura d'hommage que pour les 5 maréchaux enterrés aux Invalides, et donc pas Pétain, pas pour les 8. L'Élysée a clarifié dans la nuit en disant finalement ce sera comme ça et pas autrement. Est-ce que le sujet est clos? Le sujet est clos du point de vue protocolaire, j'ai envie de dire, mais il n'est pas clos du point de vue de l'émotion que ça suscite dans le pays. Encore une fois, vous avez vu les réactions, elles sont justifiées. Emmanuel Macron, là, s'est finalement laissé aller.
Je le disais, la semaine dédiée à la mémoire de la Grande Guerre a également été marquée par d'autres polémiques, notamment celle sur le prix des carburants. Le président a décrit le mécanisme qu'il souhaitait mettre en place, celui qui fonctionne déjà dans la région Hauts-de-France de Xavier Bertrand. Est-ce que c'est un geste de compensation suffisant, d'après vous, Adrien Quatennens? Nous avons besoin d'une politique écologiste conséquente et globale. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette écologie de salon, réservée à ceux qui ont les moyens. Face à la crise climatique qui concerne tout le monde, qui détermine d'ailleurs un intérêt général, il va falloir, et c'est notre rôle, que l'écologie soit populaire. La justice fiscale et sociale ne peut pas être scindée du combat climatique et écologique. Par conséquent, moi j'interroge le président de la République. Quelle cohérence y a-t-il à taxer unilatéralement celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur bagnole? Ce qui ne veut pas dire que je défende bien évidemment le modèle de la voiture individuelle. Nous sommes pour la sortie du diesel. Mais en quoi la taxation unilatérale du diesel et des carburants va contribuer à ce qu'on sorte? La vérité, c'est que vous pouvez faire x2 sur le prix à la pompe. Si les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur bagnole pour aller bosser, ils vont payer x2 et ils feront des sacrifices par ailleurs. Quelle cohérence y a-t-il à mener une politique prétendument écologiste où d'un côté on taxe unilatéralement les carburants, quand par ailleurs Emmanuel Macron poursuit le grand déménagement du monde avec le libre-échange, avec les accords CETA, GEFTA qu'il a signés. Vous savez, le bilan d'Emmanuel Macron pour l'instant en matière d'écologie dans ce pays, c'est qu'alors que la France avait pris l'engagement d'une diminution de 5% de ses émissions de gaz à effet de serre lors de la COP 21, on est aujourd'hui à plus 3%. Le bilan écologique de Macron et sa majorité, c'est quoi? C'est simplement la loi sur les pailles en plastique et les touillettes. Il faut faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux et global. Vous interrogez la cohérence d'Emmanuel Macron, on pourrait interroger votre cohérence à la France insoumise sur Pourquoi, cette question-là. L'écologie, c'est votre pilier. Bien sûr. On peut discuter des modalités, mais la conviction écologique ne fait pas doute chez vous, chez Jean-Luc Mélenchon et à la France Merci de insoumise. le dire, Léa Salamé. Pourquoi ne pas prendre vos responsabilités comme les Verts ont commencé à le faire quand Yannick Jadot dit fiscalité légitime, il faut être honnête, oui, il faut taxer le diesel. Est-ce que vous n'êtes pas Léa incohérent Salamé, là? je vous redis qu'il n'y a pas d'incohérence, je vais m'expliquer à votre micro. D'abord, redire oui, nous sommes pour la sortie du diesel. Je conteste par contre le fait que la taxation augmenter sur les carburants, sans offrir par ailleurs d'alternatives aux gens qui n'ont pas le choix. Moi, à la rigueur, je veux bien qu'on reparle de l'augmentation des taxes, le jour où on investit véritablement dans des alternatives, le jour où on propose à nos concitoyens les transports en commun gratuits. Savez-vous que pour le budget 2019, Léa Salamé, c'est plus près de 4 milliards de ponctions prétendument écologistes dans le budget, et en réalité, l'investissement dans le renouvelable et dans les politiques environnementales, c'est quelque chose comme 180 millions seulement. Les transports en commun gratuits, ça ne changera rien pour Non, ceux qui habitent en zone rurale et qui prennent leur voiture pour aller travailler. D'abord, ce qu'il faut dire, ce que je viens de vous dire, c'est que alors qu'Emmanuel Macron dit que ces taxations servent notamment à financer la transition écologique, il n'y a qu'une toute petite, une infime partie des recettes de ces taxations qui vont être allouées à cela. La vérité, c'est que en faisant leur plein d'essence et en payant ces taxes, les contribuables, nos concitoyens, payent la politique budgétaire d'Emmanuel Macron qui, vous le savez comme moi, vise à redistribuer beaucoup plus d'argent aux plus riches, aux détenteurs de capital. Ça n'est pas une politique écologiste. Nous avons besoin d'une politique globale. Nous appelons par exemple à la planification écologiste. Ça veut dire qu'on investit véritablement dans un projet industriel qui ferait que la France respecterait la règle verte. On en est à ce niveau d'urgence. Si vous pensez qu'on va pouvoir se contenter d'une loi sur les touillettes en plastique ou ce que fait Emmanuel Macron face à la crise climatique, on se trompe. Enfin, il faut bien la lancer à un moment, la fiscalité. Évidemment, mais les Verts le disent. Mais bon, voilà, Nicolas c'est un levier. Ça ne veut pas dire que ça invalide des plans industriels à plus long cours. Il faut bien commencer. J'entends ce raisonnement qui consiste à dire qu'il faut bien commencer. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas commencer, par exemple, par taxer les plus gros industriels? Pourquoi ne pas commencer, par exemple, par taxer le kérosène, les voyages en croisière? Dites-vous bien une chose, c'est qu'en prenant ce type de mesures, qui en plus, je vous le répète, ne finance pas la transition écologique, on fait en sorte, y compris que le combat climatique soit antisocial finalement. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Alors que nous avons besoin de lier intimement les deux. Parce que, y compris les conséquences du changement climatique, sont souvent les populations les plus modestes qu'en pâtissent. Donc on a besoin, y compris, entendez cela, c'est une opportunité formidable. À ce micro, Monsieur Hulot avait démissionné en disant bien que c'est un changement de modèle, de paradigme auquel il faut se consacrer. C'est pas verdir un petit peu un programme par quelques coups de bento comme le fait Emmanuel Macron. Il nous faut passer à la planification écologique. Adrien Quatennens, est-ce que vous serez dans la rue le 17 novembre, ce grand mouvement des Gilets jaunes pour bloquer la France? Moi, j'attends de voir quelle forme prennent ces mobilisations, mais je vous dis à titre personnel que si je suis disponible et qu'il y a une mobilisation près de chez moi, évidemment que j'irai. Pourquoi n'irai-je pas? Dès l'instant où je considère que cette colère est légitime, il y a toutes les raisons
d'y aller. Et d'ailleurs, je pense que justement, il ne faut pas regarder ses chaussures. Quand on mène comme nous, vous l'avez rappelé Léa Salamé, le combat écologiste, il faut faire cette démonstration que le combat écologiste se mènera nécessairement avec la majeure partie de nos concitoyens qui sont les plus modestes notamment et qui ont à subir de la politique d'Emmanuel Macron. Ce mouvement ne vient pas des partis, celui du 17 novembre, il ne vient pas non plus des syndicats, c'est un mouvement spontané, né sur les réseaux sociaux, même s'il peut être récupéré, on verra. Sur la forme de cette mobilisation, quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez que c'est là une prise de pouvoir des citoyens qui ne se sentent peut-être pas représentés par les partis, défendus par les syndicats? Comment vous analysez ça? Cela m'intéresse beaucoup pour la raison, vous savez, qu'à la France Insoumise, nous en appelons à l'auto-organisation du peuple, c'est-à-dire que les citoyennes et les citoyens prennent eux-mêmes des initiatives. D'ailleurs, quand il y a eu récemment les marches pour le climat, ce n'était pas non plus le fait d'un parti politique ou d'un mouvement, c'était bien le fait de citoyens et des mobilisations politiques les rejoignent. C'est bien, c'est vertueux. Mais absolument, et il faut le voir en plus, d'autant plus qu'il y a eu cette polémique autour de la récupération malsaine à laquelle s'adonne l'extrême droite. Vous avez vu que les initiateurs de ce mouvement du 17 novembre ont illico presto dénoncé cette récupération. Donc c'est positif. Nous d'ailleurs, en tant que mouvement constitué, nous n'allons pas lancer d'appel en tant que tel pour ne pas contribuer à cette récupération politique, mais évidemment que non seulement nous sommes en accord avec les mots d'ordre, et puis nous faisons cette démonstration. Donc vous n'y voyez pas une forme de faiblesse des corps intermédiaires habituels, partis politiques, syndicats? C'est autre chose. Tout ça se complète et n'est pas concurrent. Moi, je me souviens qu'au mois de septembre dernier, quand nous avions fait une manifestation, nous avions dit, vous faites le travail des syndicats à leur place. C'est pas vrai. Aujourd'hui, face à une offensive globale et la nécessité urgente de changer de modèle, toutes les énergies sont bonnes à prendre. Et donc, tout ça se complète finalement et n'est pas concurrent. Ne voyez pas entre les partis, les associations, les syndicats. C'est pour ça que je vous pose la question. Citoyens, tout ça se complète et bienvenue. Autre question, les violences scolaires. Emmanuel Macron en a parlé il y a 2 jours. Face aux violences scolaires, on se souvient de l'émotion de cette prof qui a été braquée par une arme factice. Emmanuel Macron n'exclut pas des policiers à l'école si jamais la situation l'exige, si et seulement si le chef d'établissement en fait la demande. Est-ce que on peut le déplorer, mais est-ce que c'est pas parfois nécessaire? Je ne le crois pas. En tout cas, je pense que une fois de plus, sur ce thème-là, nous avons besoin d'une politique globale. On en arrive à ces situations aussi, parce qu'on le voit bien dans certains collèges, certains lycées, notamment à proximité des quartiers populaires, il y a eu souvent un sentiment d'ailleurs qui est présent d'abandon, des services publics qui reculent, des moyens qui reculent, et tout ça participe finalement du délitement de nos anticorps républicains qui, derrière, font qu'il y a ce type de comportement déviant. Ce n'est pas en armant les policiers d'une part, ou en faisant en sorte qu'il y ait les policiers à l'école, qu'on va résoudre ce problème profond. La vérité, c'est que la République a démissionné à beaucoup d'endroits, et il est véritablement temps qu'elle y revienne, non pas pour faire une reconquête républicaine, comme le disait Gérard Collomb, mais simplement pour offrir à une population qui a envie, en plus, d'en sortir. Elle a démissionné à l'école, Adrien Quatennens, La République? Non. Vous avez La République et les professeurs qui font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, comme plein de services publics. Récemment, vous voyez, dans la santé, par exemple, des services publics qui craquent de tous côtés, avec des fonctionnaires à leur tête qui ont envie simplement de faire quoi? De faire leur travail correctement. Ils ne demandent pas plus, les fonctionnaires de ce pays. Ils ne demandent pas des augmentations mirobolantes de salaire, ils demandent qu'on leur donne les moyens de faire leur travail correctement à tous les étages. C'est là dans l'éducation, c'est là dans la santé, tous les secteurs. On ne peut pas répondre à ce besoin de moyens avec une politique de rabot budgétaire qui vise simplement à rentrer dans les clous des traités budgétaires européens. C'est valable aussi d'ailleurs parce que tout est lié en politique avec la politique écologiste. Dans le cadre de ces traités qui imposent l'austérité budgétaire, on ne peut pas mener une politique écologiste ambitieuse. Alors avant de donner la parole aux auditeurs d'Inter, une question. Il y a 3 semaines, des perquisitions ont été menées chez des membres dirigeants de la France Insoumise, Adrien Quatennens, et dans certains de vos locaux. Rétrospectivement, au calme, là on est au calme, est-ce que vous vous dites que la violence, les images, les mots, tout cela n'était peut-être pas une si bonne idée, une si bonne stratégie que cela? Je veux dire, à ce moment précis, Nicolas Demorand, donc je parle d'il y a 3 semaines, il n'y a pas de stratégie. Au moment où ça se passe, nous sommes piqués à vif, attaqués sur l'un de nos fondements, l'exemplarité en politique, dans une période où la coupure entre le citoyen et le politique est importante. Donc nous avons été piqués au vif. Est-ce que nous avons parlé fort? Oui. Est-ce que nous étions en colère? Nous étions en colère, et ça s'est vu. Voilà. Moi j'aimerais, par contre, même si c'est votre travail de commenter cette colère, que vous commentiez aussi le fait générateur. Il y a un certain nombre de questions depuis que justement nous sommes au calme, comme vous dites, et que la tension s'est apaisée, qui se posent. Y a-t-il eu une disproportion?
On les a posés, monsieur Bien Cadmas. sûr, mais y a-t-il une disproportion? Y a-t-il eu un deux poids deux mesures? Quand on sait par exemple qu'au siège de La République En Marche, il y avait des armes, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, à la France J'ai posé la Insoumise. question à François Molins. Bien donc, sûr, quand on fait la si vous perquisition, voulez, on a chez fait les Monsieur deux. Benalla, bon, voilà, donc, En fonction de l'interviewé, les questions sont forcément contradictoires. Donc les questions ont été posées aussi dans l'autre sens. Bien sûr. Et quand vous entendez François Molins, par exemple, le procureur Molins, ou Robert Badinter, à ces micros-là, dire sur la question et sur les mises en cause de Jean-Luc Mélenchon, dire non, la justice est indépendante en France. Moi, je veux bien qu'on ait ce genre de totem, qu'on répète à tour de bras, la justice est indépendante. D'accord, une fois qu'on a dit ça, chacun sait que la justice dans ce pays n'est pas un tout. Et qu'un procureur, le parquet, est directement lié au pouvoir. Enfin, c'est quelques semaines auparavant, avant les perquisitions, il y avait cette polémique que vous aviez commentée vous-même d'ailleurs, sur le fait qu'Emmanuel Macron intervienne dans la nomination des procureurs. Et je ne crois pas me tromper si je dis que Édouard Philippe avait parlé de droit de regard sur leur nomination. C'est-à-dire que, sans faire de complotisme, Léa Salamé, ce qu'il convient de dire, c'est qu'au moment des perquisitions inédites en politique, fait du parquet, il faut le dire, une quinzaine de perquisitions, toutes nos données, y compris des données privées d'ailleurs, ont été aspirées par des instances qui dépendent directement du ministère de l'Intérieur et de la Justice. C'est un fait que de le dire. On l'entend, vous ne regrettez rien sur le fond, ni même sur la forme ce matin. Non mais moi je vous dis, encore une fois, je souhaiterais, si c'est possible, que une fois qu'on a commenté la colère, et je veux bien le faire avec vous, que j'ai dit oui, nous étions en colère, de fait. Une fois qu'on a dit ça, y compris dans votre rôle de journaliste, il y a véritablement des questions à se poser sur l'instrumentalisation de la justice en politique. Parce que c'est inédit, parce qu'il y a un deux poids deux mesures, et nous ne demandons pas à être traités autrement, Nicolas Demorand, que comme tout justiciable devrait l'être. Comme le disait Léa, ces questions aux différents invités de France Inter. Les sondages, c'est la météo, dit souvent Jean-Luc Mélenchon. Depuis, en tout cas, la météo n'est pas très bonne pour vous, à la France Insoumise. C'est à vide gros temps. Jean-Luc Mélenchon chute dans les sondages. Est-ce que quelque chose, malgré tout, en dépit de la colère, de vos explications, est-ce que quelque chose ne s'est pas cassé? Mais il va nous falloir, non, pas cassé, il va nous falloir un moment pour inverser la vapeur, c'est vrai. Comment voulez-vous que ça produise un autre effet? Quand vous avez des choix éditoriaux qui visent pendant 3, 4, 5 jours à ne focaliser que sur une séquence de 50 secondes où on voit la colère dans le pays... C'est la faute des médias encore? Non, mais attendez, ce que je vous dis en tout cas, c'est que c'est un fait ça aussi. Quand vous faites ce choix uniquement de commenter la colère, je dis pas vous spécifiquement, quand la plupart des grands médias décident de ça, ça provoque dans le pays quelque chose qui est clair. C'est que pour la majeure partie des braves gens qui regardent leur téléviseur, s'il y a une quinzaine de perquisitions dans un parti politique, c'est que ces gens-là sont suspects. Vous connaissez le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc maintenant, nous, on sort les rames pour faire en sorte à chaque fois qu'on peut de poser des arguments juridiques et politiques. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces perquisitions, elles ont été le fait de 2 dénonciations, sans le moindre fait contre nous. Nos comptes de campagne ont été validés, on a demandé nous-mêmes à ce qu'ils soient réexaminés. Et dans l'affaire des prétendus emplois fictifs au Parlement européen, on avait déjà répondu à toutes les questions aussi. D'ailleurs, il y en a 17 autres qui sont concernés, toutes étiquettes confondues. Est-ce qu'il y a eu des perquisitions chez eux? Vous le payez en termes de code de popularité. Mais par ailleurs, vous allez voir, maintenant on revient à une séquence qui est politique. Il y a les élections européennes qui arrivent, on a un tas de choses à dire. On est les seuls sans doute à parler d'Europe de façon conséquente. Donc moi je ne gère pas une rente politique. Les sondages, vous savez, nous quand on voit qu'on est à 11-12%, on se dit pas très bien on va faire 11-12%. On se dit comment on fait pour aller récupérer les 6, 7, 8 points de plus qu'il faut pour gagner ces élections.